tiens à vous remercier de m'avoir offert l'opportunité d'être ici, ou virtuellement avec vous, aujourd'hui, à ce symposium de Global Health consacré au traumatisme complexe des membres inférieurs. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de la couverture des tissus mous et des lambeaux. Actuellement, je suis impliqué dans une mission chirurgicale mondiale en Ukraine, où se concentre la majeure partie de mon travail de sauvetage des extrémités complexes. Mon travail quotidien, pour ainsi dire, se déroule au Centre médical naval de San Diego, où je me spécialise principalement dans la chirurgie de la main, ainsi que dans d'autres domaines de la chirurgie microvasculaire. J'ai aussi un poste auxiliaire au Centre de santé mondial de l'Université de Pennsylvanie, qui soutient nos missions en Ukraine. Je vais maintenant parler de la couverture des tissus mous et des lambeaux. Pour comprendre le rôle de la chirurgie plastique et des lambeaux pour sauver les membres inférieurs, il faut comprendre l'éthique de cette chirurgie. Cela provient donc de la profession elle-même. La chirurgie plastique tire son nom du mot plastikos, signifiant former et mouler en grec ancien. La chirurgie plastique en réalité ne se concentre pas sur une partie spécifique du corps ou une région anatomique particulière. Mais elle concerne en fait la chirurgie de la peau et tout ce qu'elle renferme. Je pense que l'éthique de cette profession est essentielle, notamment la résolution créative des problèmes pour restaurer la forme et la fonction. De plus, la manière dont nous utilisons cela, dans le contexte du sauvetage des membres inférieurs, repose vraiment sur une connaissance approfondie de l'apport sanguin et de la fonction cutanée. Comment déplacer des tissus vascularisés dans le corps pour résoudre divers problèmes? Comment avons-nous acquis la base de connaissances nécessaire à cette fin? En réalité, tout a débuté sur le site. Il y a environ 150 ans, grâce aux travaux de Karl Manchot, qui a défini environ 40 angiosomes dans le corps humain. Ces travaux ont été initialement publiés en allemand, puis traduits vers la fin des années 1900, mais ils ont été précédés par les recherches du saumon dans les années 1930, à peu près à la même époque. Un besoin immense de reconstruction était en partie comblé par le Dr. Gillies, considéré par beaucoup comme le père de la chirurgie plastique, qui a inventé l'expression « remplacer l'identique par l'identique ». C'était durant la Première Guerre mondiale, où de nombreux soldats subissaient des blessures d'explosion en sortant la tête des tranchées, se retrouvant souvent avec des blessures graves, vers le bas et au milieu du visage. Ceux qui ont survécu ont été extrêmement déformés. Les connaissances de l'époque permettaient de créer ces lambeaux tubulaires de glace, visibles ici à droite, où le lambeau passait d'une région à l'autre et glissait ensuite vers la zone nécessitant une reconstruction. C'est un processus très laborieux, mais il exploite ce concept d'angiosome que nous connaissions un peu, mais que nous n'avions pas encore pleinement exploré. Mais ce n'est pas encore le cas. Les travaux de Taylor ont défini ce que nous savons aujourd'hui du concept d'angiosome et de la façon dont nous déplaçons les tissus dans le corps. Il a ensuite défini 376 perforismes ou angiosomes, ce qui correspond à des vaisseaux dont le diamètre est supérieur à 1 demi-millimètre. Il s'agit donc de vaisseaux capables de soutenir une région de peau et de tissus mous, puis de déplacer ces tissus mous dans le corps. Il a présenté de superbes diagrammes en couleur et a travaillé durant 30 ou 40 ans, définissant ce que nous savons des perforsomes cutanés et du développement de lambeaux en chirurgie plastique. En même temps, les capacités techniques microvasculaires ont progressé. Comme beaucoup le savent, la première anastomose vasculaire a été réalisée par Alexis Carrel au début des années 1900. Il a ensuite reçu le prix Nobel pour cela. Carl Nieland a utilisé le microscope opératoire dans les années 1920. Environ 40 ans après, Krzyk a réalisé le premier lambeau libre en 1965. Cette même année, le premier doigt a été replanté. Ces avancées techniques et l'évolution des connaissances ont conduit à l'explosion de la chirurgie microvasculaire dans les années 1970. Nous n'avions donc plus besoin d'utiliser les techniques que vous voyez sur ces images ici à droite avec ce lambeau tubularisé. Désormais, nous pouvions vraiment faire évoluer ces techniques vers des lambeaux pédiculés et des lambeaux libres, dont nous parlerons ensuite. Mais je pense qu'il est essentiel de comprendre le rôle des lambeaux pédiculés et libres dans la reconstruction des extrémités. Pour cela, il faut vraiment saisir la base de la reconstruction de ces plaies au fil du temps, qui est une greffe de peau. Nous voyons encore ces plaies souvent maltraitées, greffées de peau par manque de compétences.
Il est donc crucial de savoir quand utiliser un lambeau ou pas. Quand une plaie est-elle prête pour une greffe? Quand elle est sans infection, sans structure vitale exposée comme le tendon, l'os, ou d'autres structures blanches vitales, des vaisseaux sanguins, etc. Et ici, vous avez un très beau lit de plaie granulée, qui est relativement uniforme. Si vous observez l'image en bas à gauche, puis que vous avancez rapidement au centre, vous remarquerez qu'après une période de traitement de la plaie par pression négative, la plaie a bien granulé. Cette plaie a vraiment très bien granulé, et elle est maintenant prête pour une greffe de peau. Vous pouvez également voir sur l'image reconstruite à droite que nous utilisons un SK uniquement pour une partie de la plaie. C'est mon patient, dont nous parlerons plus en détail dans les prochaines diapositives. Mais l'idée principale, c'est que la plaie doit être prête pour une greffe de peau, permettant ainsi son utilisation. Cela ne veut pas dire qu'une greffe de peau est toujours nécessaire pour couvrir une plaie prête. En effet, une greffe de peau ne convient pas pour une plaie nécessitant une couverture durable et ou sensorielle des tissus mous. Dans ce cas, cet homme a subi une amputation bilatérale au-dessus du genou et avait besoin d'une couverture durable des tissus mous à l'extrémité du moignon pour pouvoir. La greffe de peau supporte le poids du patient. On compare ce qu'une greffe de peau et une plaie prête peuvent faire avec un lambeau. Un lambeau est une unité de tissu transférée d'un site donneur à un receveur avec son apport sanguin. Son but est multiple. Il couvre les structures vitales que la greffe de peau ne peut pas et oblitère les espaces morts. Donc quand la plaie est profonde, il peut combler cet espace mort. Il peut mettre des antibiotiques sur une plaie. Si une zone est mal vascularisée, le lambeau apporte son propre sang, fournit des antibiotiques, aide à éliminer l'infection et donne sensation et fonction. Pour notre patient, ayant besoin d'une surface durable, voyez ce que nous avons fait ici. En plus de la zone partiellement greffée de peau, nous avons soulevé un lambeau scapulaire et périscapulaire basé sur l'axe huméral circonflexe et l'avons déplacé vers le moignon d'amputation. Cela entraîne une faible morbidité du site donneur qui se referme principalement sans emprunter de muscles. Nous parlerons des lambeaux perforants bientôt. Aucun muscle n'est emprunté. Encore une fois, la morbidité associée au site donneur reste très limitée. C'est ce genre de considération dont nous discutons lorsque nous abordons le sujet des lambeaux libres et auquel nous réfléchissons attentivement lors de l'élévation de ces lambeaux libres. Nous ne nous concentrons pas seulement sur la façon dont cela va s'intégrer au site receveur et contribuer à la reconstruction de la plaie, mais aussi sur l'impact potentiel en termes de morbidité sur le site donneur. Si vous examinez attentivement l'image en bas à droite, vous remarquerez que cet homme a bénéficié d'une reconstruction durable et sensorielle des tissus mous sur son site d'amputation. C'est la première fois qu'il a mis du poids sur son site d'amputation depuis son accident de voiture. Il y a 10 mois. En parlant de lambeaux, on le classe selon plusieurs critères, principalement la composition des tissus et la méthode de mouvement. Nous allons voir cela dans les 2 prochaines diapositives. Pour la composition des tissus, nous considérons les types de tissus simples et combinés. Les lambeaux peuvent donc être soulevés à partir de n'importe quel type de tissu, comme le muscle, la peau et le fascia, ou uniquement l'os. Nous avons ici des exemples de tous ces types de tissus, ou bien des combinaisons de types de tissus. Cela s'appelle des lambeaux chimériques, où l'on observe plusieurs types de tissus différents sur un même pédicule vasculaire qui les nourrit. Pour reconstruire des défauts composites, on utilise souvent des lambeaux osseux, comme le péroné que l'on voit en bas à droite, où se trouve un péroné, du muscle et un morceau de peau. Il s'agit donc d'un lambeau ostéomyocutané de fibula. Il est vraiment très utile pour la reconstruction des défauts de type composite. C'est la première méthode pour classer les lambeaux. Je dirais que globalement, quand nous réfléchissons aux lambeaux que nous utilisons quotidiennement à l'époque moderne, beaucoup d'entre nous ont adopté les lambeaux de perforateurs. Si nous revenons à ce dont nous avons discuté concernant les perforzomes, ces petites zones alimentées par une artère et une veine spécifiques, le corps entier a été catalogué, mais nous utilisons ces lambeaux à cause de la morbidité du site donneur. Un lambeau de perforatrice demande une dissection jusqu'au vaisseau source principal, ce qui peut être fastidieux si c'est long. Mais il préserve le muscle fonctionnel en dessous, sans affecter la fonction corporelle, seulement la peau et le tissu sous-cutané. Il faut parfois plus de dissection pour y parvenir. Mais cela donne souvent un pédicule plus long, n'est-ce pas? Vous obtenez donc plus de portée comme lambeau pédiculé ou vers le vaisseau source comme lambeau libre. Les avantages sont tels que beaucoup utilisent par défaut des lambeaux de perforatrice, qui sont essentiellement de la peau, parfois du fascia. On peut prendre du muscle pour un lambeau chimérique. Mais en quelque sorte, ce sont les lambeaux de la nouvelle ère,
si on peut le dire ainsi. Quand nous discutons des méthodes de déplacement des lambeaux, il existe plusieurs façons de les déplacer. Cependant, certaines des principales méthodes sont énumérées ici à gauche. Il y a les volets d'avancement, les volets de rotation, les volets de transposition et les volets d'interpolation. Un point crucial à garder à l'esprit est que lorsque vous déplacez un volet, si le rapport entre la largeur du volet, la base du volet et la longueur du volet dépasse 3:1, ça signifie que le volet est 3 fois plus grand qu'il ne l'est réellement. Le sarcome est plus long que large. Il doit être soulevé sur l'axe principal d'un pédicule vasculaire. Les perforsomes dont nous avons parlé sont des angiosomes. Il faut donc préserver cet apport vasculaire, sinon la pointe du lambeau pourrait ne pas survivre. Les formes les plus extrêmes de ces lambeaux utilisant les axes vasculaires sont les angiosomes, les lambeaux à hélice et les lambeaux d'interpolation. Donc interpole, c'est un exemple de lambeau d'interpolation, un lambeau qui passe d'une position à l'autre. Ici, on voit que le lambeau est prélevé de l'axe longitudinal du thorax, basé sur une perforatrice intercostale, et qu'il traverse une zone de tissu sain pour atteindre le défect. Dans ce cas, c'est une protubérance tubulaire spectaculaire du sarcome, réséquée laissant un large défaut irradié. Il est essentiel d'avoir des tissus mous sains. Observez ce saut sur un point de tissu sain dans le lit du receveur. C'est un lambeau d'interpolation. Ce lambeau dépasse largement le rapport de 3:1. Il nécessite donc une perforatrice dont l'axe doit être à l'intérieur du lambeau. Continuons. Pardon, les lambeaux d'hélice. Regardez ici. C'est un lambeau libre de péroné qui a été prélevé et le site donneur se trouve ici, à l'extrémité inférieure distale. Vous pouvez voir que nous avons développé un lambeau en hélice basé sur 2 perforatrices qui sont marquées ici. Ce lambeau pivote de 180 degrés. Le lambeau à hélice peut donc tourner jusqu'à 180 degrés sur son axe vasculaire. Vous pouvez voir que les perforatrices sont isolées. L'hélice a été tournée vers le bas pour reconstruire le défaut créé par le site donneur du péroné libre et recréer un contour relativement normal du membre inférieur distal. Quand nous discutons des lambeaux pédiculés par rapport aux lambeaux libres, il est important de noter que les lambeaux pédiculés sont levés sur cet axe vasculaire et ensuite tournés autour. Cela peut inclure des lambeaux fasciocutanés, des lambeaux musculaires ou tout autre type de composition tissulaire que nous avons déjà évoqué. La différence principale entre un lambeau pédiculé et un lambeau libre réside dans le fait que le lambeau est séparé de son vaisseau d'origine. On le sépare de son axe vasculaire et on le déplace ailleurs. Cela demande une expertise microvasculaire, simplement la capacité de faire une anastomose microvasculaire, nécessitant un microscope opératoire ou des boucles pour grossir et des instruments spécialisés. C'est la seule différence entre les lambeaux pédiculés et libres. Avec le lambeau de jupon et la chirurgie microvasculaire, vous avez un lambeau libre en main. Le choix entre un lambeau pédiculé ou un lambeau libre est véritablement une décision qui revient au chirurgien. C'est donc au praticien de faire ce choix. Toutefois, cela dépend de la disponibilité des tissus locaux ou régionaux à proximité du défaut, comparée à celle des tissus de donneurs plus éloignés, ainsi que de la morbidité relative du site donneur de chaque option. Il est crucial de prendre en compte la morbidité du site donneur. Lorsque vous discutez du lambeau que vous envisagez de prélever, il est essentiel de se rappeler que la morbidité du site donneur n'est pas identique pour tous. Il est important de garder à l'esprit qu'il existe de nombreuses bonnes méthodes pour résoudre ces problématiques et les aborder efficacement. Certains de ces problèmes, c'est ce que nous allons examiner ici. Il s'agit d'un lambeau neuroscientifique postérieur, un lambeau rotatif basé sur l'arcade osseuse postérieure de l'avant-bras dorsal, utilisé pour reconstruire un pouce perdu ou un pouce ischémique en prévision d'un transfert ultérieur de l'orteil au pouce. Vous pouvez voir ce défaut recréé, ce défaut reconstruit ici. Un défaut similaire de la main centrale chez un homme impliqué dans un accident de véhicule tout-terrain. Ici, nous avons utilisé un lambeau de bras latéral, un lambeau libre dans un cas, un lambeau pédiculé dans l'autre. Des défauts très similaires, des résultats reconstructifs similaires, mais réalisés différemment selon les préférences, la disponibilité des tissus et le confort. La chirurgie orthopédique est une discipline qui se situe vraiment à un niveau très élevé. Pour ceux d'entre nous qui pratiquent régulièrement la chirurgie microvasculaire, nous nous retrouvons souvent à sauter certaines options inférieures. Nous passons donc outre certaines des options dont nous avons parlé plus tôt, comme les greffes de peau, le transfert local de tissus, la réorganisation des tissus, et même les lambeaux pédiculés. Nous allons directement aux lambeaux libres. Nous parlons ici du concept d'ascenseur reconstructif, qui est un sujet fascinant,
Nous passons donc directement au sommet parce que nous sommes à l'aise avec la chirurgie microvasculaire. C'est souvent la solution la plus simple pour nous, car une fois que vous êtes à l'aise, votre boîte à outils s'enrichit considérablement. On peut emprunter des tissus à de nombreuses régions du corps et les transférer où l'on veut. Ce qui nous amène au rôle de la chirurgie orthoplastique, je pense, dans la reconstruction des membres inférieurs. Nous travaillons en Ukraine et aux États-Unis pour aider ceux qui souffrent de graves lésions aux extrémités, surtout aux membres inférieurs. Cette spécialité multidisciplinaire combine chirurgie orthopédique et plastique pour stabiliser les os. Les chirurgiens plasticiens assurent ensuite la couverture des tissus mous vascularisés. Souvent, on utilise le transfert de tissus libres microvasculaires pour ces chirurgiens plasticiens. Les principes de la restauration de la forme ainsi que de la fonction. Et ici, vous pouvez nous voir sur l'image de droite en train de travailler avec nos collègues ukrainiens pour réaliser cette MFC, qui est un lambeau de condyle fémoral médial. Cela sert à la reconstruction du scaphoïde afin d'aider ce jeune homme à retrouver une amplitude de mouvement raisonnable et sans douleur au niveau de son poignet. Je vais donc conclure avec un autre exemple de cas que nous avons réalisé, vous savez, en collaboration avec nos collègues ukrainiens. C'est un homme ayant subi une greffe de peau sur le tibia antérieur. Il avait aussi un défaut intercalaire du tibia avec une cicatrice instable à l'avant. Nous avons réalisé une greffe ostéocutanée. Nous discutons à nouveau de la composition tissulaire des lambeaux. Il s'agit donc de combiner deux types de tissus, l'os et la peau, pour reconstruire ce défaut. Vous pouvez voir le résultat sur la table. Vous voyez le péroné inséré ou tassé dans les canaux proximal et distal du... Vous pouvez le voir ici, en train de récupérer après l'opération. Puis, on le voit dans un cadre spatial de Taylor pour corriger l'axe 6. Cette opération a été faite par nos collègues ukrainiens après notre départ. Ici, il est avec le cadre spatial de Taylor désactivé, hypertrophiant le péroné. Vous le voyez ici avec une grande hypertrophie du péroné grâce à la loi de Wolff et la mise en charge. Il a presque un tibia natif ici. Sur ce péroné, le site donneur est visible. La morbidité du site donneur est très faible sur la jambe contralatérale et la jambe gauche reconstruite. Cet homme nous rend visite chaque fois que nous sommes là, ce qui est une vraie bénédiction. Nous lui en sommes très reconnaissants. Il est retourné être militaire en service actif et aider son pays. Aider son pays à se battre. Sur ce, je vais conclure cette présentation. Merci encore sincèrement de m'avoir offert l'occasion de vous parler en détail de la couverture des tissus mous et des membres inférieurs. J'espère que cela vous a permis de mieux comprendre comment nous abordons et résolvons certains de ces problèmes complexes. Nous avons sans aucun doute de nombreux cas, très nombreux, dont nous pourrions discuter à l'avenir, à n'importe quel moment qui vous conviendrait. Si quelqu'un a des questions, vous trouverez mon adresse électronique personnelle indiquée en bas de page. N'hésitez surtout pas à me contacter et je serai ravi de discuter avec vous à tout moment qui vous conviendra. C'est l'heure, merci, au revoir.